Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Le ministre de la Santé participe à la conférence internationale sur l'accès aux médicaments. Et Pyongyang a démantelé son site d'essai nucléaire. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Nous débutons donc ce journal par cette triste annonce. La République de Djibouti a perdu aujourd'hui une icône nationale en la personne de Feu Fatouma Ahmed Dimbil. La suite dans ce commentaire. La République de Djibouti a perdu aujourd'hui une icône nationale, Feu Fatouma Ahmed Dimbil. Elle s'est éteinte ce matin à 3 h du matin dans un hôpital en Turquie. Née en 1948 à Djibouti, la défunte était une figure emblématique de la vie culturelle à Djibouti et a été dans les années 1970 l'une des interprètes les plus populaires de la chanson djiboutienne. Elle a à son actif le plus large répertoire des chansons du pays. Arrivée à Djibouti en 1971, après avoir officié au sein de la troupe artistique nationale de Radio Mogadiscio, elle a été une des meilleures voix de la nation somalienne. Fatouma Ahmed Dimbil fut une chanteuse phare de sa génération. Elle a émerveillé durant sa carrière nombreux des mélomanes à travers sa voix fluette, perçante et prenante. Elle avait milité au sein des instances indépendantistes où elle a été une artiste engagée dans tous les sens du terme et dans tous les domaines socio, culturels et politiques. La défunte laisse derrière elle de nombreux administrateurs et administratrices dans tous les recoins du terroir djiboutien et à travers le monde artistique. Le ministre du bien Warf de la Culture, M. Moumin Hassan Barré, le directeur de la radio-télévision de Djibouti, ainsi que tous les artistes djiboutiens adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille de la défunte. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en nouvelle nationale, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale s'est réunie donc ce matin pour discuter donc d'un projet de loi portant sur l'énergie. Sous la présidence de l'honorable Abdelrahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères a examiné le projet de loi portant ratification de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. Les parlementaires membres de la commission des affaires étrangères ont participé à la réunion et le gouvernement a été représenté par le ministre de l'énergie et chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi. Et en marge de la 71e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mioukié, participe aux travaux d'une conférence internationale sur l'accès aux médicaments et autres produits essentiels pour l'Afrique francophone. Le ministre de la Santé a été mandaté par le chef de l'État pour le représenter à cette conférence. Ali Abdillah est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ali. Bonsoir Alors, Ahmad. quels ont été les principaux points discutés lors de cette conférence, Ali? Effectivement, donc le ministre de la Santé a été mandaté par le chef et il a tenu un discours dans lequel il a présenté l'état de la situation à Djibouti ainsi que les différentes mesures prises pour mettre fin au trafic illicite des médicaments contrefaits ou des mauvaises qualités. Il n'a pas manqué de souligner la nécessité d'un engagement fort et coordonné des différents acteurs institutionnels pour parvenir à un résultat concret et durable. Le ministre de la Santé s'est par la suite entretenu avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, avec lequel il a longuement évoqué les résultats enregistrés en matière de lutte contre le VIH-SIDA en République de Djibouti. Ont été particulièrement mis en exergue les avancées enregistrées en matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, mais aussi et surtout la transmission du VIH des parents à l'enfant, où notre pays a enregistré, Ahmad, en 2017, le résultat exceptionnel de 0
nouveau-nés infectés par le VIH-Sida. Ce résultat, il faut le dire, a été possible grâce à l'engagement au plus haut niveau de l'État, notamment de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïf, qui s'est faite le porte-étendard de la prévention de la transmission du VIH des parents à l'enfant. Merci Ali, nous vous retrouverons dans quelques instants pour l'actualité internationale. Et lors d'une interview, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a affirmé que la République de Djibouti a atteint un progrès majeur concernant l'élimination de la transmission du sida de la mère à l'enfant. Écoutons les propos du directeur exécutif de l'ONU-SIDA. J'ai eu un entretien très positive avec le ministre de la Santé de Djibouti et j'ai pris l'occasion pour le féliciter surtout le gouvernement et le président de la République pour son engagement. Parce que Djibouti démontre de façon très claire que les questions de justice sociale sont des questions importantes et qu'il faudrait nécessairement donner le traitement à tout le monde gratuitement et inclut les personnes qui ne sont pas de Djibouti, les populations migrantes. Et ça, c'est un problème sérieux que nous avons dans d'autres pays du monde où les populations migrantes n'ont pas accès aux services de santé et nous essayons de progresser dans ce sens. Mais j'étais heureux de constater que l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant peut être possible à Djibouti, surtout avec l'engagement de la Première Dame. La Première Dame, j'ai appris que régulièrement essaye de faire un suivi systématique des progrès et elle voudrait annoncer bientôt qu'on n'a plus d'enfants djiboutiens qui naissent avec le sida. Et nous attendons les dernières données de 2017 pour confirmer éventuellement qu'en 2017, on n'a eu que quelques enfants qui sont nés avec le sida. Et pour moi, ça c'est vraiment très important et je suis très content et nous allons tout faire pour que Djibouti puisse être un exemple dans la lutte contre cette épidémie. La discrimination, la stigmatisation est en train de se réduire. Et je suis content que nous sommes fiers parce que quand on a décidé de vraiment faire la Première Dame notre porte-parole sur cette question, on voit que les résultats, les engagements sont là. Il y a une pression quotidienne sur les acteurs pour faire en sorte qu'on puisse éliminer la transmission. Toutes mes félicitations à la Première Dame et encore toutes mes félicitations que Djibouti soit membre du comité. Également dans l'actualité, le gouvernement de la République de Djibouti a réceptionné un don de première nécessité de la part du gouvernement du Japon. Aujourd'hui à l'aéroport international d'Ambouli, ce don est composé de 300 tentes, de 1200 couvertures, 1200 matelas ainsi que 320 réservoirs. Ce geste intervient suite aux dégâts des intempéries et du cyclone Singar d'environ de 4,8 tonnes de cargaison qui vient donc à point nommé et c'est l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, qui a réceptionné le don. Il a remis donc à la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Adian, aussi l'ambassadeur du Japon et le représentant de la JICA et la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti étaient présents donc lors de la réception de ce don et ont procédé à la remise de ce matériel au gouvernement djiboutien sur place en présence de la secrétaire d'État. L'ambassadeur et le représentant du ministère des Affaires étrangères et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, étaient présents et a pris une signature sous forme d'accusé de réception par la secrétaire d'État aux affaires sociales entre l'ambassadeur du Japon et le représentant de la JICA. Et l'ambassadeur du Japon et la représentante du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Mendy, ont réitéré leur soutien au peuple djiboutien et au gouvernement suite aux intempéries et aux cyclones qui ont touché la capitale et ses environs. Nous les écoutons. Je voudrais également exprimer mon respect le plus profond au gouvernement de la République de Djibouti pour ses actions immédiates et globales pour la sécurisation des biens et des personnes sous les instructions du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le Japon ayant entretenu une relation fraternelle avec la République de Djibouti depuis les premières années de l'indépendance djiboutienne, nous, au Japon, connaissons de nombreuses et diverses catastrophes naturelles dans notre pays. Il est ainsi parfaitement naturel que
nous, du Japon, cherchons à apporter, à soutenir dans la mesure du possible quand les Djiboutiens ont des difficultés. J'ai pu témoigner personnellement la force de volonté de tous les Djiboutiens et des autorités djiboutiennes, en particulier les collègues du secrétariat d'État, des LONARS et les sapeurs-pompiers et tous les autres dans les efforts qui n'ont pas été épargnés pour essayer de retourner à une situation de normalité le plus vite possible. Au nom des Nations Unies, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je veux passer nos meilleurs vœux pour que la situation puisse retourner au normal et renforcer encore une fois la volonté des Nations Unies pour être prêts de tous les Djiboutiens et du gouvernement de Djibouti pour vous aider le mieux qu'on peut. Et pour sa part, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, donc a remercié le gouvernement et le peuple du Japon pour cette aide donc, qui tombe à point nommé et qui va donc aider les populations des quartiers les plus touchés par les pluies diluviennes. On écoute la secrétaire d'État. Président de la République et au nom du peuple djiboutien, je tiens à exprimer mes sincères remerciements les plus approfondis au peuple japonais, peuple frère, pour cet important don de matériel destiné aux populations sinistrées du cyclone Sagar, qui a causé d'importantes destructions, surtout d'habitations. Grâce à ce don composé de tentes, de couvertures, de matelas, de réservoirs d'eau, nous pourrons, aux côtés du gouvernement de Djibouti, compléter pour ces populations qui sont en situation d'inondation. Ce geste de solidarité intervient 3 jours après l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État pour venir en aide aux victimes de ces catastrophes. Nous sommes profondément touchés par les liens d'amitié et de coopération exemplaires qui lient nos deux pays. À travers ce don, le pays du soleil levant vient de concrétiser l'adage populaire disant que c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Je reste convaincu que les efforts conjugués du gouvernement djiboutien et l'aide des pays amis, comme le Japon, contribueront de manière significative à surmonter les conséquences dévastatrices du cyclone Sagar et se reconstruire et en ressortir renforcés. Et toujours en nouvelle nationale, le département des affaires religieuses de l'ambassade saoudienne et en coordination avec la secrétaire d'État aux affaires sociales a démarré une opération de distribution de produits alimentaires. Cette distribution d'aide alimentaire provient du fonds d'assistance et de secours qu'a mis en place le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. L'acheminement de cette aide s'inscrit dans le cadre du soutien continu que notre pays reçoit de la part du gouvernement du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, particulièrement pendant le mois béni du Ramadan. Environ 300 familles démunies vont bénéficier de la première phase des opérations de distribution. Au total, 2500 familles issues de la capitale et des régions de l'intérieur seront concernées. La cérémonie de lancement de cette initiative a eu lieu donc ce matin à la mosquée du roi Salman bin Abdulaziz à Djibouti, en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales, du chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti, du colonel Tahir Aden, conseiller du chef d'état-major général des armées, ainsi que l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne, donc Abdulrabbu Ahmed Hakami. Des représentants d'organisations nationales et internationales ont assisté également à l'événement. L'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a prononcé un discours dans lequel il a exprimé ses remerciements et sa gratitude à la secrétaire d'État aux affaires sociales pour avoir parrainé ces activités caritatives, en particulier durant le mois béni du Ramadan. Cher Abdulrabbu Ahmed Hakami a souligné que cette initiative vise principalement à répondre aux besoins des familles pauvres en fournissant un soutien alimentaire consistant en riz, sucre, farine, huile et dattes et autres. Pour sa part, le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne, Hassan bin Mohamed Al-Ahmari, a indiqué que ce geste annuel du serviteur des deux saintes mosquées contribue sans doute à alléger le poids des charges des familles pauvres à Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Hassan bin Mohamed Al-Ahmari a profité de cette occasion pour saluer le soutien du ministère des Affaires, du secrétariat d'État aux affaires sociales et des facilités offertes par le gouvernement pour le succès de ces opérations de distribution des aides humanitaires. Et enfin, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie
l'Arabie Saoudite a remercié le président de la République pour son soutien indéfectible à tous les programmes et activités de l'ambassade saoudienne et de l'attaché religieux. Et la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, a affirmé donc dans son intervention l'importance du projet de distribution des aides alimentaires octroyées par le gardien des deux saintes mosquées, donc le roi Salman ibn Abdelaziz. Mouna Ousmane Adan a précisé que cette initiative s'ajoute aux efforts du chef de l'État et du gouvernement pour soutenir les classes sociales les plus démunies du pays. Cette initiative reflète les bonnes relations qui existent entre Djibouti et Riyad, et a déclaré donc la secrétaire d'État. Elle a indiqué que ce geste humanitaire va permettre aux familles pauvres de bien passer donc le mois béni du Ramadan. Suite aux intempéries du 20 mai dernier à Djibouti, une importante délégation donc conduite par le colonel Mohamed Jama' Ali, commandant de la garde républicaine, accompagné donc par l'armée de l'air djiboutienne, a procédé donc à la remise d'une aide d'urgence composée de denrées alimentaires, couvertures, casseroles, draps et vêtements qui ont été exclusivement distribués aux populations sinistrées de la Somaliland voisin donc hier mercredi 23 mai. Rappelons que cette même délégation dirigée par le colonel Mohamed Jama' avait sillonné tous les recoins de cette région, notamment lors de la récente visite d'observation du bilan du catastrophe naturelle provoquée par le cyclone Sagar, et ont fini par s'entretenir avec les sinistrés en tête-à-tête afin de noter leur doléances. Cette première aide alimentaire composée des vivres a été octroyée par le président de la République aux sinistrés de la localité de Hadeyta, Abdigaidi, Helgala et Samawanag, situés à 8 km au sud de Hadeyta, sur la côte de Biyouas, qui sont donc tous ces chefs-lieux de Lougaïa, enclavés par l'œil donc du cyclone Sagar, lequel avait provoqué des pluies diluviennes en ce mois béni du Ramadan. Les pluies donc torrentielles et les orages qui se sont abattus sur cette région avaient emporté donc de plusieurs habitations, ainsi que la rupture de plusieurs axes routiers, la destruction donc des moyens de communication dans toute la région. Il a été également sévèrement touché donc le cheptel, principalement dans les localités frontalières avec la République de Djibouti, en particulier toutes les localités qui sont situées au sud-ouest du chef-lieu de Lougaïa, Baadou. Cette région a été donc sans aucune nouvelle pendant 48 heures. Les bénéficiaires de cette aide humanitaire donc ont chaleureusement remercié le président de la République, la délégation envoyée ainsi que le peuple frère de Djibouti pour leur assistance indéfectible et pour leur soutien. Les récipiendaires ou les bénéficiaires donc de cette aide ont remercié donc étant indiqué, je cite, nous sommes heureux de recevoir cette aide d'urgence par le gouvernement djiboutien suite aux intempéries donc qui nous ont tous frappés et détruit nos habitations. Nous étions enclavés dans les localités de Abdigaidi dans la région d'Aoudal. Nous avons reçu une aide alimentaire composée de pain, de biscuits ainsi que des produits ménagers tels que les casseroles, assiettes ou autres. Nous remercions avant tout donc le Seigneur Tout-Puissant ainsi que le gouvernement djiboutien et particulièrement le président Ismaël Omar Guelleh qui nous a octroyé une aide d'urgence alimentaire et logistique sous la houlette du colonel Mohamed Jama' Ali. Et suite aux intempéries donc nous étions dans le désespoir et le besoin les plus urgents. Nous sommes heureux de recevoir donc ce soutien multiforme composé d'habits, de couvertures et de matériel de cuisine. Il faut dire que nous avons tout perdu suite au passage du cyclone. Il fallait être sur place donc pour avoir ne serait-ce qu'une seule idée pour mesurer l'envergure de dégâts donc occasionnés par le cyclone et les pluies diluviennes. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, accompagné donc du secrétaire général et du directeur de l'INFS, s'est rendu à la piscine municipale olympique donc pour s'enquérir des avancées des travaux. Il a été accueilli par le technicien et représentant de la société ou l'entreprise en charge de la construction de cette importante infrastructure sportive.
Et donc il a été accueilli par le technicien et la visite a débuté donc par l'inspection des réalisations de toutes les infrastructures inhérentes à la mise en place d'une piscine olympique. Le chef du chantier a présenté la grande piscine, la petite piscine d'apprentissage, les gradins, les toilettes, les vestiaires et d'autres salles dédiées aux responsables administratifs du complexe et des techniciens. Il a souligné donc que l'accès permettant aux personnes à besoins spéciaux d'accéder donc à la piscine faisait partie donc du plan de la construction. La toiture de la piscine est confiée à une entreprise spécialisée afin d'éviter donc toute chaleur, l'évaporation excessive d'eau et des poussières. Ces travaux non prévus donc initialement ont démarré et seront achevés dans les meilleurs délais. Le secrétaire d'État a pu donc se rendre compte que les travaux de finition et de nettoyage ont été entamés et que l'infrastructure est complètement achevée à 90%. Il reste la livraison des matériels rendant la piscine opérationnelle. Il a par ailleurs, donc à la fin de la visite, félicité l'entreprise ayant réalisé cette infrastructure gigantesque, unique à Djibouti et importante pour rehausser le niveau de la natation dans notre République. Les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études, le BEPC arabe session 2018, ont démarré aujourd'hui dans l'ensemble des écoles du pays donc, et doivent se poursuivre jusqu'au vendredi 25 mai, c'est-à-dire demain. Cette année, quelques 480 candidats composent des épreuves écrites du BEPC arabe dans le collège de Boulaos. À noter que cet examen sanctionne les études du cycle de l'enseignement fondamental. À cet effet, le MENFOP a pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. À cette occasion, le directeur général de l'enseignement, Abdidirid, a supervisé la rigueur et le bon déroulement des épreuves dans le centre examen du CEM de Boulaos. Et au cours de la supervision, le directeur de l'enseignement s'est dit heureux de constater la stricte observation des normes d'organisation matérielle, la présence effective donc des enseignants chargés de la surveillance des épreuves, l'affichage correct des listes de candidats. Suite aux instructions du ministre délégué au commerce Hassan Mohamed Ibrahim, une équipe en charge de la régulation du commerce intérieur a effectué donc une visite inopinée ce jeudi au grand marché de Riyad pour constater les prix de vente des denrées de première nécessité. L'objectif principal de cette visite consistait à s'assurer d'une part de la disponibilité des denrées alimentaires telles que les fruits et légumes, la viande et le poisson, et d'autre part du respect des prix homologués par le ministère du Commerce. Notons qu'à la veille de ce mois béni du Ramadan, un commun accord a été trouvé avec les syndicats des fruits et légumes, ne connaissant donc des hausses subites durant ce mois. Les prix de vente de la viande, d'orange, de pastèque et de la banane sont fixés comme suit. Pour la viande, prix plafond 1200 francs, pour la pastèque, prix en gros 130 francs et prix au détail 170 francs le kilogramme. Et pour l'orange égyptienne et éthiopienne, prix au détail 250 francs le kilo, et pour l'orange, prix en gros 150 à 200 francs, et pour l'orange éthiopienne, après avoir sillonné les différents comptoirs de vente de la viande et des fruits et légumes, les inspecteurs du ministère ont constaté qu'une grande majorité des vendeurs respectaient les prix fixés par le ministère du Commerce. Et le conseiller technique du ministère délégué au commerce, Dahir Jibril, nous a expliqué donc dans une interview que c'est sur instruction donc du ministre délégué au commerce, Hassan Mohamed, que les inspecteurs du ministère ont effectué donc des contrôles inopinés sur les denrées alimentaires de première nécessité au marché Riyad. Après avoir sillonné les différents comptoirs de vente, nous avons, a-t-il dit, constaté que la grande majorité des vendeurs respectent les prix fixés par le ministère. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Haji Hassan Cheikh Fod. Défunt Hassan Cheikh Fod est décédé donc à l'âge de 69 ans. Hassan Cheikh Fod était une grande figure, un illustre commerçant de la place de la région d'Ali Sabié. Il était le président de la chambre de commerce au sein de la région. Le défunt est décédé donc mardi soir à l'hôpital militaire soudanais. Il laisse derrière lui une veuve, 9 garçons et 7 petits enfants.
enfants. Et le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, Abdi Youssouf, le préfet de la région d'Ali Sabié, le président du conseil régional, les parlementaires de la région, ainsi que les Oukal, les sages et les notables adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt suite à ces douloureuses circonstances, et prie Allah tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Rebonsoir Ahmad, nous commençons avec le Centrafrique où l'Organisation des Nations Unies appelle au calme et à la retenue en ce pays de la Centrafrique. Je propose de suivre ce reportage. Les Nations Unies ont exprimé leur profonde préoccupation face aux tensions persistantes perçues dans plusieurs régions du pays. Ils appellent tous les acteurs au calme et à la retenue, précise la déclaration. Le Conseil de sécurité s'inquiète notamment des informations évoquant de plus en plus de discours haineux, des tensions communautaires en Centrafrique, selon sa déclaration. La Centrafrique a basculé dans la violence et le chaos en 2013, après le renversement de l'ex-président François Bozizé par la Séléka pro-musulmane, entraînant la contre-offensive du groupe anti-Balaka. Ces milices autoproclamées d'autodéfense peu organisées et implantées localement. Une mission de paix de l'ONU, la MINUSCA, avec 10 000 soldats, présente depuis 2014, tente de maintenir la sécurité dans ce pays où l'État n'est contrôlé qu'une maigre partie du territoire national. Et nous enchaînons avec Macron en Russie pour dégager des points d'accord communs avec le président russe Vladimir Poutine. Explication. Macron effectue aujourd'hui et demain sa première visite officielle en Russie. Un an après sa rencontre avec Vladimir Poutine au château de Versailles, qui avait marqué les esprits, a lancé le nouveau président français sur la scène internationale. Ces retrouvailles sont très attendues. Ce voyage va être l'occasion pour les deux dirigeants d'évoquer les épineux dossiers ukrainiens et syriens, selon l'Élysée. Emmanuel Macron a la volonté d'avoir un dialogue substantiel pour dégager des points d'accord communs sur ces sujets. Nous le faisons les yeux ouverts, avec la conscience de la difficulté que cela représente, a souligné la présidence française. En un an, les lignes russes n'ont en effet pas bougé, que ce soit sur la Russie, où Moscou continue de soutenir le régime de Bachar el-Assad, ou sur l'Ukraine. Vladimir Poutine a exclu une nouvelle fois toute restitution de la Crimée à l'Ukraine et a récemment inauguré très symboliquement le pont reliant la Russie à l'ancienne péninsule annexée par Moscou en 2014. À ces divergences se greffe en mars dernier l'affaire Skripal, au nom de l'ancien agent double russe dont la mort au Royaume-Uni est imputée à la Russie, qui a fait ressurgir le spectre de la guerre froide et a provoqué une expulsion massive et coordonnée des diplomates russes par des pays occidentaux. Et nous enchaînons également avec cette visite de 2 jours de la chancelière allemande Angela Merkel. Cette visite intervient alors qu'Américains et Chinois sont parvenus la semaine dernière à un accord commercial. Conclut que le missile Buk-Teller, qui a abattu le MH17 en provenant de la 53e brigade anti-aérienne basée à Kursk en Russie, a annoncé la chancelière allemande a reçu avec tous les honneurs au palais du peuple qui donne sur l'immense place Tiananmen, a rappelé qu'il s'agissait de sa 11e visite en Chine depuis son arrivée aux affaires. La Chine et l'Allemagne avancent dans la promotion et du soutien au libre-échange, a-t-elle déclaré devant la presse à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre chinois Li Keqiang. La visite de 2 jours de Mme Angela Merkel en Chine survient alors qu'Américains Chinois sont parvenus la semaine dernière à un armistice dans leur guerre commerciale annoncée juste avant le déclenchement prévu de droits de douane punitifs sur les produits chinois aux États-Unis. Et nous terminons avec la Corée du Nord qui a démantelé son site d'essai nucléaire. C'est ce qu'a rapporté l'agence Associated Press et Sky News. Une destruction présentée par le régime reclus comme un geste de bonne volonté avec un sommet potentiel avec les États-Unis. Pyongyang avait fait part de son projet de démanteler complètement son site de Pyongyang dans le nord-est et quelques journalistes étrangères avaient été invités à observer l'opération. La démolition a eu lieu aujourd'hui en présence des journalistes étrangères dans les montagnes du nord-est du pays, a tweeté Bloomberg. L'agence Yonhap, qui cite des journalistes d'un pôle sud-coréen présents sur le lieu, a déclaré des multiples explosions avaient pu être entendues tout au long de la journée, de 11h jusqu'à 16h. Pyongyang a été le théâtre de 6 essais nucléaires menés par du Pyongyang, dont le dernier en date a eu lieu en septembre. Ce test le plus puissant à ce jour aurait concerné un bombe à hydrogène.
Les spécialistes sont divisés sur le fait de savoir si le site sera vraiment rendu inutilisable. Voilà donc Ahmed ce qu'on pouvait dire sur l'actualité hors de nos frontières. Merci Ali, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end sur Télé Djibouti.